Donc aujourd'hui, nous recevons Nicolas Decodin. Salut Nicolas. Salut Marc. J'espère que tu vas bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, est-ce qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite? Est-ce que tu pourrais te présenter ton parcours, ce que tu fais aujourd'hui pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore? Oui. Alors Nicolas, 39 ans. J'ai un enfant, bientôt un deuxième. Alors moi, je suis passionné par l'investissement au sens large depuis toujours. Enfin, quand j'étais Ouais. gamin, c'était plutôt l'épargne. À 10 ans, je n'allais pas investir en immobilier ou en bourse. Mais à 10 ans, donc c'était simplement, je plaçais mes étrennes de Noël, d'anniversaire et je les plaçais sur un livret A. Déjà, j'avais ce petit goût pour l'épargne à cette époque. Et après, j'ai perdu de vue ça. Après, je suis entré dans l'armée à l'âge de 22 ans, après ma maîtrise. Ouais. Je suis entré dans l'armée, j'ai fait une petite carrière de 15 ans militaire et je suis parti en 2020 quand j'étais capitaine. Parce qu'en fait, je venais de créer mon site et il commençait à bien marcher, le site. Un site sur la vulgarisation, comment bien placer, comment bien investir son argent et comment optimiser fiscalement. Je venais de le créer, ça commençait à décoller contre toute attente. Je n'imaginais pas ça. Ça avait décollé, donc j'avais le choix. Est-ce que je continue l'armée ou est-ce que je me consacre à 100% à mon site? Et finalement, j'ai décidé de suivre ma passion. Je me suis consacré à fond à mon site que j'ai créé avec un ami qui s'appelle Ludovic. On l'a créé à deux, ce site. Ça s'appelle Avenue des investisseurs. Puis Ok, nice. contre toute attente, ça a bien marché. On l'avait fait pour le fun, pour la famille. Et finalement, ça marche très bien. On a 200 000 visiteurs par mois. On est devenu une référence en France sur le sujet de l'investissement au sens large. On vulgarise, on explique aux Français à même Michu, vraiment de façon très simple, comment bien placer, comment bien investir. On explique tout de A à Z avec un guide pour savoir par où commencer. C'est très progressif. Et voilà, donc ça marche bien. Et pour aller encore plus loin, finalement, pour répondre à la demande des lecteurs, l'année dernière, on est allé encore plus loin, on a créé carrément une société de conseil en investissement qui s'appelle Prosper Conseil. Parce qu'à force qu'on nous dise depuis des années, ouais, est-ce qu'on peut avoir du conseil parce que là, on lit les articles, mais on aimerait être vraiment conseillé maintenant en face à face. Au début, on orientait vers un ami qui était conseiller en gestion de patrimoine. Hmm. Mais on avait quelques retours des gens déçus qui voulaient être vraiment conseillés par nous-mêmes. Et là, on s'est dit, bon, on crée notre propre société de conseil, un cabinet de gestion de patrimoine. Et c'est comme ça qu'on a créé Prosper Conseil il y a un an et puis qui marche bien aussi parce qu'au début, on n'était que deux, trois. Et finalement, encore une fois, contre toute attente, ça a bien marché. Hmm. Et maintenant, on a 9 salariés, on est 11 dans l'équipe avec Ludovic, mon associé. On est 11 et voilà, encore une fois, c'est un peu le hasard qui nous a mené là, enfin la passion qui nous a mené là. D'abord, la création du site, ça a bien marché. Après, on a créé la société de conseil et puis jusqu'à présent, ça marche bien aussi. Donc voilà, je vis de ma passion de l'investissement parce que j'investis moi-même, j'investis à fond depuis toujours en fait. Et puis voilà, maintenant je vis tellement de ma passion entre le site Avenue des investisseurs, Prosper Conseil, et puis également je donne des conférences en entreprise et en école sur comment bien investir, comment bien épargner pour réaliser ses projets. Voilà pour ma présentation complète. Merci beaucoup Nicolas pour la présentation. Alors en fait, ce que je comprends sur un aspect, alors déjà félicitations pour le futur deuxième enfant. Merci. C'est prévu pour quand? Septembre, Ouais, ça va d'accord. pas Donc là, tarder là. c'est la dernière ligne droite là. C'est ça, c'est le dernier Euh, été un peu tranquille. ouais, c'est ça. Ça va être juillet-août, ça va être un peu tordu quoi. C'est ça. Euh, de ce que je comprends de ton parcours pro, il y a eu t'as eu plusieurs vies, si je puis dire. Il y a eu plusieurs étapes. Et de ce que je peux comprendre aussi, il y a eu plusieurs, on va dire, peut-être plusieurs déclics, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui a fait déjà que de ta carrière dans l'armée, tu as décidé de basculer, si je puis dire, sur une autre, on va dire, une autre orientation professionnelle. Ça a été quoi le Euh, game changer, si je puis dire? En fait, moi, je voyais l'investissement comme un plaisir perso à la base. Je n'avais jamais pensé pouvoir un jour en vivre, en faire mon métier. Ouais. Pour moi, c'était un plaisir perso. Comme certains aiment peindre le week-end ou certains aiment jardiner le Ouais. week-end, moi, mon petit plaisir, c'était d'investir. Ouais. Voilà. Jamais je pensais professionnaliser ça. Ça m'avait jamais effleuré l'esprit, quoi. Et pendant des années, depuis 2006, je crois, ou 2000, ouais, dans ces eaux-là,
Je participe sur un forum internet de passionnés de l'épargne. Ouais. On se retrouve là, on discutait depuis 2009, plus précisément. C'était 2009. On discutait dessus sur ce forum depuis 2009, donc ça faisait au moins 10 ans que j'étais dessus. Et voilà, je participais, j'aidais comme ça tous les forumers, parce qu'au début, je suis arrivé en n'y connaissant pas grand-chose finalement. J'apprenais des autres, mais au fil des années, je suis devenu un sachant et j'ai appris de plus en plus. Et c'est moi qui transmettais l'information aux gens. Et jusqu'au point où j'ai même créé la première page du Topic, qui est très consultée en France. Et j'ai créé cette première page qui est toujours lue. Mais c'est une page, en fait, si on l'imprime sur Word, ça fait 50 pages Word. C'est un truc énorme. Et je l'ai créé en quelques semaines, ce truc. Et puis voilà, j'ai fait ça pour le plaisir aussi. Et puis là, c'est un forumer qui m'a contacté un jour en message privé en me disant, mais enfin, ce que tu fais, c'est énorme. Pourquoi tu ne crées pas ton propre site? Je dis, ah bon, bah oui, ça m'a jamais traversé l'esprit, mais pourquoi pas? Tu as déjà créé un site? Il m'a répondu, oui, j'ai déjà créé un site. Et le mec, bah, c'est Ludovic, en fait. C'est Ludovic qui m'a proposé ça en 2000. C'est comme ça que vous êtes rencontrés? Comme ça, par hasard. Et lui, il était au forum aussi depuis des années. Et depuis des années, il voyait que j'expliquais plein de choses aux gens. Ouais. Et voilà, il voyait que toujours dans l'apport de valeur, quoi. Ok, voilà, j'apportais énormément de valeur tous les jours. Tous les jours, il me voyait là. Je ne loupais pas une seule journée sur 365 jours. J'étais présent H24, quoi. Pas H24, mais 7 jours sur 7. Et voilà, donc des années après, en 2018, il m'a dit, mais il faut créer un site. Pourquoi tu ne crées pas ton site? Et c'est vrai que c'est bête, mais j'y avais jamais pensé. Je dis, bah, ok, si tu sais faire, allons-y. En fait, à ce moment-là, tu faisais quoi d'un point de vue pro? Bah, moi, j'étais capitaine. Ouais, c'est ça. T'étais capitaine. Ouais. Donc, en fait, tu avais ta journée de boulot bien chargée et après, tu enchaînais sur ta passion. D'accord. C'est ça, je faisais de 8h45, 18h à peu près l'armée. Je rentrais chez moi et après, de 19h jusqu'à minuit quasiment, j'écrivais sur le site. Mais ouais, c'est une période où j'ai pas beaucoup dormi en fait, parce que je faisais 19h à minuit le site et même le matin, souvent, je mettais mon réveil à 6h pour travailler 1 heure avant de partir. Avant d'aller au boulot. Quoi. Et puis, je travaillais énormément le week-end, en fait. Enfin, pour moi, je dis travailler, mais pour moi, c'était un plaisir. Ouais, c'était un plaisir. Certains cuisinent ou jardinent. Moi, j'avais besoin d'expliquer tout ce que j'avais en tête. Je voulais les rédiger. Je voulais sortir, en fait, et vraiment le mettre en forme comme je le voulais. Parce que sur le forum, j'étais restreint. Il y avait une charte graphique, il y avait des trucs, je ne pouvais pas mettre des images. Enfin, c'était très, très restreint ce que je pouvais faire. Et là, au moins, je pouvais façonner mon art et je pouvais faire ce que je voulais, mettre en forme comme je voulais, des images. Et donc, pour moi, je m'éclatais, quoi. Je voyais même pas ça comme un travail. Je m'éclatais le week-end, je rédigeais tout ce que j'avais en tête, je faisais mes illustrations, tout ça. Et je bâtissais, en fait, ce qui allait devenir un gros site. Mais à l'époque, je le voyais même pas comme ça. À l'époque, de toute façon, ça démarre toujours comme ça. Tu savais pas, quoi. C'était un hasard. Enfin, je faisais ça pour les amis, la famille, parce qu'ils savaient que je m'y connaissais, donc ils me posaient des questions. Et donc, je me disais, bah, ça sera plus pratique de les renvoyer sur un site plutôt que sur le forum où on discute entre geeks. Il n'y a pas d'acronyme, c'est pas clair. Là, ils vont aller sur le site, ça sera plus clair avec des images, avec des articles à lire dans le bon ordre. C'est plus facile qu'un forum où c'est le bordel, quoi. Donc voilà, ça s'est fait un peu par hasard, mais grâce à Ludovic qui est venu me voir. Donc une rencontre de passionnés, quoi. C'est ça, parce que lui-même, il n'est pas du tout dans la finance. Lui-même, c'est un chercheur en biologie, en microbiologie, je crois. Enfin, j'y connais rien. Mais bref, c'est une tête. Il a un doctorat, il est chercheur à la base en biologie. Mais à côté de ça, il était passionné, lui, par l'investissement en bourse. Donc, on complète bien. Et lui, il avait déjà l'expérience de créer un site. Donc, là-dessus, il m'a décoincé parce que moi, je m'en faisais toute une montagne. Créer un site, c'est compliqué. Alors qu'en fait, on fait des trucs bien plus compliqués quand on investit. Mais ouais, je m'en faisais toute une montagne. Et donc, on l'a fait ensemble. Il a fait toute la partie technique et la partie bourse. Et puis, moi, je vois plutôt le reste, l'immobilier, l'assurance vie, la fiscalité. Et donc là, c'est un peu une rencontre, en fait. Et après, pareil, quand on a créé Prosper Conseil, c'est une rencontre avec en fait, des milliers de gens parce que c'est les lecteurs, à force qu'on me pose la question quasiment tous les jours, mais on peut avoir du conseil, on peut te voir en vrai pour du conseil ou en one-to-one. Et au bout d'un moment, bon, c'est peut-être pas con comme idée. Et donc, j'ai passé un Master 2 en gestion de patrimoine en 2020, 2021, quand j'ai quitté l'armée, en fait. J'ai pu passer mon Master 2 en gestion de patrimoine en 2021. Et puis après, de là, j'ai passé ma validation, mon agrément AMF, Autorité des marchés financiers, CIF, Conseil en investissement financier, c'est les agréments pour pouvoir exercer. Comme ça, on a pu créer la société. Là, on a recruté aussi un Nicolas, il y en a 2 Nicolas. Un Nicolas qui était déjà CGP indépendant
et c'est le directeur général actuel depuis le début, quoi. On l'a recruté en tant que directeur général. Et donc, on a monté ensemble l'affaire avec le modèle indépendant. Parce que lui, il était déjà CGP, mais au conseil indépendant. Voilà, donc c'est vraiment des rencontres à chaque fois qui font basculer le truc sur quelque chose de professionnel. Donc en fait, et vous avez continué à faire développer donc le blog Avenue des investisseurs. Ce que tu disais, c'est 200 000 visiteurs. C'est ça. C'est un truc de dingue. Je te cache pas que nous, bon, comme tu sais, nous, on accompagne nos clients de A à Z dans leurs projets d'investissement, particulièrement sur les immeubles. Honnêtement, il n'y a pas une semaine où un client me parle pas de Avenue des investisseurs, quoi. Ah, Donc, ça fait plaisir. et pas plus tard qu'hier. Ouais. Donc, non, non, vous êtes ultra reconnu, bravo pour ça. Et donc, là, ce que tu disais, c'est une nouvelle rencontre et la création de Prosper Conseil. Donc, ça, c'était quand ça? C'était il y a 1 an et demi? Il y a un an. Ouais, c'était il y a un Ouais. an. Aujourd'hui, vous êtes combien dans le cabinet? Aujourd'hui, on est 11, si on Ouais. compte avec Ludovic et moi qui sommes associés, mais on ne se rémunère même pas. Mais on a 9 salariés qui mènent les entretiens et qui font le conseil. Nous, on supervise. Moi, je supervise la partie conseil. D'accord. Et vous intervenez dans quel domaine exactement? Alors, on fait tout. On fait du conseil au sens large, Ouais. c'est-à-dire du conseil en investissement financier. Ouais. Si, par exemple, tu as 200 000 euros à placer, on va dire comment les placer, comment faire l'allocation patrimoniale. Ouais. L'allocation patrimoniale, c'est diversifier entre les actions, Ouais. l'immobilier, les obligations, les fonds euros, etc. Donc, on construit l'allocation patrimoniale de façon à répondre aux besoins, aux projets du client. Mm. Tout dépend des projets du client. En fait, on part de là. Quels sont les projets? Si c'est pour la retraite, par exemple, on va pouvoir investir à long terme. Et Ouais. donc là, ça sera de l'investissement en actions, en immobilier, parce que c'est ce qui génère le plus de performance à long terme. En revanche, si le client il veut épargner pour dans 2 ans, parce qu'il faut, je sais pas, il faut financer un tour du monde ou un projet qui nécessite de l'apport, ben là, on va plutôt le sécuriser sur une partie sécurisée, le fonds euro, par exemple, ou un compte à Mm. terme, des placements qui sont moins rentables, mais qui sont sécurisés et liquides. Mm. Voilà, donc vraiment, on met en œuvre le patrimoine du client pour répondre à ses projets, mais c'est aussi une partie fiscale. Comment optimiser fiscalement s'il veut acheter de l'immobilier, un immeuble par exemple, Mm. ben, on peut lui recommander plutôt de faire sous LMNP, le statut LMNP que tu connais bien, Ouais, bien ou sûr. en société à l'IS, ça sera souvent plus optimisé fiscalement que la fiscalité par défaut, qui est vachement violente en France. Les revenus fonciers, ça fait très mal quand les clients ils sont en TNI, en tranche d'imposition 30 ou 41 ou 45%. Ben là, tu perds 50% en impôts, quoi. Donc voilà, on optimise fiscalement l'immobilier, le financier. On voit ce qu'on peut faire au global pour le ménage. Il y a aussi des questions juridiques. On peut accompagner si le couple veut se marier ou veut se paxer, on va expliquer les différents statuts. Le pax, qu'est-ce que ça a comme conséquences patrimoniales? Mm. Ou le mariage, quelles sont les conséquences patrimoniales du mariage? Souvent, les gens ne s'imaginent pas les conséquences que ça emporte au niveau civil et fiscal et patrimonial. Mais aussi le contrat de mariage, est-ce que c'est un sujet? Est-ce qu'on fait un contrat en séparation de biens ou est-ce qu'on reste au régime par défaut? Voilà, donc ça, c'est le côté civil aussi qui a plein d'implications Ouais. patrimoniales. On doit le voir aussi, ce côté-là. Donc, c'est vraiment un conseil à 360 degrés, le financier, le fiscal, le civil, et on met tout en œuvre pour répondre vraiment au projet de vie du client. Et alors merci pour ça. Tu mets beaucoup en avant d'ailleurs, ça fait partie de le nom de votre cabinet. Tu mets beaucoup en avant la partie conseil. C'est vrai que nous, c'est quelque chose qui nous tient beaucoup à cœur, le fait d'apporter une valeur, un conseil au client, un conseil adapté à ses objectifs. Tu disais tout à l'heure que ce qui a aussi motivé la création de votre cabinet, c'est que vous avez été en contact avec des personnes qui n'étaient pas satisfaits, Oui. je dirais, de l'accompagnement, on va dire peut-être un peu plus classique de cabinet de gestion de patrimoine et qui étaient en attente d'une autre approche. Est-ce que tu pourrais présenter, alors je te pose la question volontairement parce que je sais comment vous fonctionnez, est-ce que tu pourrais expliquer le business model de Prosper Conseil aujourd'hui? Alors, en fait, encore une fois, on a un peu cassé le game. On a Hmm. pris à contre-pied ce qui se fait habituellement. Parce que ce qui se fait habituellement dans le conseil en gestion de patrimoine,
c'est que on vit sur les rétrocommissions des placements. Donc, c'est du conseil, c'est des CGP indépendants, mais au conseil non indépendants. Ils sont CGP indépendants dans le sens où ils ne travaillent pas dans une banque, ils ont leur propre société indépendante, mais ils font du conseil non indépendant, dans le sens où ils sont rémunérés par des rétrocommissions des placements. Et ça, ce n'est pas nous qui inventons cette définition, c'est la définition donnée par la réglementation MIF 2, la réglementation européenne. Pour que le conseil soit qualifié d'indépendant, il faut qu'il soit rémunéré exclusivement en honoraires de conseil et qu'on ne perçoive pas de rétrocommission. Comme les experts comptables ou les notaires qui sont, voilà, ils sont pas payés en rétrocommission des placements qu'ils vendent. L'expert comptable, il fait une lettre de mission, il est payé pour la mission en honoraires. Voilà, il n'a pas de commission de partenaire. Ou comme un médecin, en principe, il est indépendant, il est rémunéré en honoraires pas du client, mais du patient. Il ne touche pas des rétrocommissions des médicaments qu'il va le prescrire. Sinon, il y a un biais, quoi. S'il a le choix entre plein de médicaments, mais que le laboratoire lui paye davantage de rétrocommissions s'il donne tel ou tel médicament, il risque d'y avoir un biais. Il risque de donner les médicaments qui ne soignent pas le mieux et qui donnent le plus de rétrocommissions. Je comprends. C'est-à-dire qu'en fait, ce que tu dis, c'est que dans la plupart des cabinets, sous on va dire, le statut d'indépendant, la notion de conseil est un peu biaisée. Enfin, peut-être biaisée. Pourrait être biaisé parce que du fait de ces rétrocommissions. Effectivement, maintenant que j'y suis, je vois déjà, on en avait parlé depuis 10 ans avant que j'exerce, mais quand j'ai fait mon Master 2, là, il n'y avait plus photo, c'était clair, parce que même les profs eux-mêmes le disaient, les profs, en fait, c'était des professionnels. Il y avait un notaire qui nous enseignait les régimes matrimoniaux ou les successions. Il y avait un avocat fiscaliste qui enseignait comment optimiser fiscalement. Il y avait un gestionnaire de fortune. Voilà. Et tous étaient d'accord pour dire que voilà, le business model classique des CGP indépendants, c'est de vivre sur les rétrocommissions. Et il peut y avoir ce biais-là. Eux-mêmes le disaient que généralement, les CGP, s'ils veulent bien vivre, ils vendent du Pinel. Pourquoi ? Parce que le Pinel, et c'est là que je l'ai découvert, j'ai tout compris, mais j'avais déjà eu des prix alertes, mais là, ça confirmait. Le Pinel, on a des rétrocommissions entre 5 et 10% du prix. Si tu vends un Pinel à 200 000 euros, tu gagnes entre 10 et 20 000 euros de commission. Voilà. Donc, il disait, si vous voulez bien vivre, il vaut mieux vendre du Pinel directement à votre client plutôt que de dire, je vais vous faire un conseil, je vais vous facturer 2 000 euros le conseil pour vous dire quel est le meilleur statut dans votre cas, quel est le meilleur immobilier à acheter. Ça peut être du Pinel, mais ça peut être aussi du LMNP, enfin, un appartement avec un LMNP ou un appartement à loger dans une société à l'IS ou à l'IR. Voilà, ça, c'est une étude complète normalement qu'on fait quand on est rémunéré en honoraire. Mais si on n'est pas rémunéré en honoraire, on a tendance à on vend ce qui rapporte le plus de commissions. Et c'est le Pinel. Tandis que si on vend dans ce modèle-là en rétrocommission, si on vend un appartement ancien, c'est 1% de commission. Donc, c'est 5 ou 10 fois moins que le Pinel. Donc, on voit que on est tenté, c'est normal, on est tenté de vendre du immobilier neuf qui est beaucoup plus rentable, pas forcément pour le client, mais pour le vendeur, c'est beaucoup plus rentable pour le conseiller de vendre du Pinel. Et nous, ce modèle-là, ça nous dérangeait parce que voilà, ça introduit un biais qu'on ne voulait pas. Et c'est pareil sur ADI, on veut être objectif, neutre. Et donc, pour reproduire du conseil indépendant, avec le même état d'esprit que sur ADI, Avenue des investisseurs, on s'est dit qu'il faut qu'on crée un cabinet, mais vraiment au conseil indépendant et pas du conseil non indépendant, parce que là, il y a un biais. Et on ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté en fait, avec les clients. On ne veut pas qu'il y ait d'ambiguïté, on veut que ça soit clair. Et donc, c'est que des honoraires. Et du coup, si on conseille que ce soit du Pinel ou un appartement LMNP ou une assurance vie X ou Y, peu importe, on touche la même chose. On n'est pas intéressé, on ne reçoit pas plus si on propose X ou Y. Donc, comme ça, c'est clair et net pour tout le monde, c'est neutre. Et finalement, avec les honoraires, ce qui est rigolo, c'est que les gens ne se rendent pas compte, en fait, c'est la surface immergée de l'iceberg. Parce que quand un client, normalement, va voir un conseiller traditionnel, et c'est 95% des CGP qui sont comme ça. Les CGP au conseil non indépendant, finalement, c'est 95% de la profession qui vit des rétrocommissions. Quand un épargnant va voir un CGP traditionnel, le CGP va dire c'est gratuit. Chez moi, c'est gratuit, vous ne payez rien. Mais en fait, il ne paye rien parce que c'est le partenaire qui reverse des commissions importantes. Et si on additionne ces commissions, le montant, il est très souvent supérieur au montant des honoraires d'un conseil indépendant. Et ça, le client, il va se dire, je suis content, moi, je préfère ne rien payer. C'est gratuit, je ne paye rien, je préfère. Mais en fait,
ça lui coûte plus cher que s'il avait payé des honoraires. Ça lui coûte plus cher, pourquoi? Parce qu'il ne voit pas la surface immergée de l'iceberg. Ouais, je C'est-à-dire comprends. que sur son assurance vie, il va verser 200 000 euros, mais le CGP va prendre 3% de frais de versement, ça fait 6 000 euros perdus. Non. Et après, il va prendre 1% de rétrocommission par an, donc ça fait 2 000 euros par an en plus. Il ne voit pas toutes ces couches-là. Il ne se rend pas compte. Tandis que nous, avec notre modèle, on peut dire, au contraire, on va compresser tous les coûts. On dit aux banques, non, on s'en fout, on ne veut pas de rétrocommission, donc mettez le minimum. Vous mettez 0% de frais sur versement et 0,6% de frais de gestion au lieu de 1,2. En fait, vous avez non seulement vous apportez le conseil complètement, on va dire, indépendant, mais en plus, vous avez négocié en amont. Voilà, on fait le minimum. Voilà, c'est-à-dire que c'est ça qui est dingue. C'est-à-dire que le fait que vous refusiez les rétrocommissions fait que vous baissez considérablement on a des grilles. les frais de gestion des supports que vous aurez sélectionnés. Et du coup, le client s'en trouve largement gagnant parce que son rendement sera bien plus élevé, quoi. Donc, parce que les honoraires qu'il va payer, finalement, ça sera bien moindre que les rétrocommissions, que les produits qu'on lui aurait proposé si on avait un autre modèle, où là, on aurait été obligé de mettre des frais sur versement, des fonds à 2% au lieu des fonds à 0,20. Nous, on met des fonds à 0,20% par an. On met des trackers dans nos assurances vie, par exemple. Les trackers, c'est que 0,20 par an. Alors qu'en banque ou un CGP traditionnel, il va dire non, les trackers, c'est pas bien. Il va mettre des fonds actifs à 2% de frais de gestion. C'est 10 fois plus. Donc, imagine sur une somme de 200 000 ou encore plus sur 1 million d'euros, ce que ça représente. 2%, ça fait 20 000 euros par an. Par rapport à nos honoraires, c'est énorme. Moi, je me souviens, c'était avec ma banque, mais à l'époque, moi, je savais pas, puis c'était vraiment dans l'urgence. Et je me souviens que des frais d'entrée pour une assurance vie, de mémoire, c'était quasiment du 3%, quoi. Ouais, souvent, c'est autour de 3%. Ça peut monter jusqu'à 5% légalement. Donc, il y en a qui ne se privent pas, ils mettent du 4,95%, grand seigneur, parce que le maximum légal est de 5%. Mais c'est énorme. Imagine si tu mets 500 000 euros, tu perds 25 000 euros d'un coup. C'est incroyable. C'est complètement dingue. Mais les gens ne savent pas, en fait. Ils ouvrent leur assurance vie, ils pensent que l'assurance vie, c'est pareil partout. Mais non, il y a un monde entre une bonne assurance vie, sans frais sur versement, avec des frais de gestion écrasés. Ouais. Et dedans, tu vas mettre des fonds immobiliers, tu vas mettre des fonds actions avec le minimum de frais. Ça va générer bien plus de rendement que l'assurance vie avec des frais sur versement, des fonds qui ne sont pas terribles. Tu peux avoir 3% de rendement de différence par an. Et 3% sur, par exemple, 200 000 euros, c'est 6 000 euros de revenus supplémentaires par an. C'est ça, mais en plus, c'est surtout que tu as les frais à l'entrée, mais même comment dire, à long terme, avec les intérêts composés, mais sur ton placement aussi sur 10, 15, 20 ou 30 ans, c'est 100 000 euros d'écart. On a fait des graphiques sur le site. Ça peut faire, ne serait-ce que si tu pars de zéro et que tu places 500 euros par mois, au bout de 30 ans, tu as à peu près 100 000 euros d'écart. Entre une bonne assurance vie, zéro frais sur versement et des bons fonds, et la mauvaise assurance vie classique avec des frais sur versement et des fonds médiocres, tu as 100 000 euros d'écart. Ouais, simplement en ayant placé 500 euros par mois. C'est le prix d'un appart. Ils se disent 1 ou 2% de différence. Bon, c'est rien, 1 ou 2%. Oui, mais sur le long terme, ça devient phénoménal. C'est comme si tu dévies, en fait, tu es pilote d'avion, tu dois faire 10 000 bornes. Si tu dévies d'1 degré, tu vas dire, c'est rien d'1 degré. Non, mais si tu fais 10 000 bornes, tu atterris, je ne sais pas où tu atterris, au lieu de. Tu atterris à 1000 km d'écart. C'est hyper important. Le sujet des frais, c'est hyper important. Et nous, on voulait écarter ce sujet pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Et voilà, pas de rétrocommission. Et du coup, on a des grilles. Parfois, on a des grilles et on dit aux assureurs, etc., on dit non, mais nous, on ne veut pas de marge. Vous mettez le minimum possible. On ne veut aucune marge. Tandis que les CGP traditionnels disent, OK, vous, c'est ça le seuil, vous me mettez une marge de 0,5 ou 1 ou 1,5% en plus, c'est ma marge. Non, nous, on dit, on écrase tout au minimum parce qu'on se rémunère en honoraires. Et sur le long terme, c'est gagnant pour nos clients. Et c'est aussi pour ça que les lecteurs viennent chez Prosper Conseil, parce qu'ils adhèrent en fait à cette philosophie. Et surtout les médecins, les entrepreneurs, c'est plus dur pour les salariés, à vrai dire, mais les médecins entrepreneurs, ils comprennent très bien cette notion de conflit d'intérêts. Et ils ont une vision long terme. Et pour eux c'est clair. Et voilà, ils réfléchissent pas longtemps, quoi. Tandis que pour les salariés, c'est moins évident à appréhender ce sujet. On y arrive avec la pédagogie, mais on montre des graphiques, etc.
Comme ça, ils comprennent leur intérêt. En fait, on fait ça, c'est pour leur intérêt. Parce que si c'était pour notre intérêt, on aurait créé un cabinet classique en rétrocommission. Et d'ailleurs, quand on a voulu créer le cabinet il y a un an, plein d'amis professionnels autour de moi m'ont dit, mais t'es fou, fais pas ça, les Français ne comprennent pas ce modèle, ne fais pas ça, tu vas te planter, c'est pas rentable, les Français ne veulent pas payer d'honoraires. Mais je disais, mais si, je pense qu'ils vont comprendre avec mon site, on explique bien les articles, je pense qu'ils vont comprendre, et allez, on fait ça parce que c'est plus, enfin, pour moi, c'est mieux, quoi, c'est mieux pour les épargnants, on fait ce modèle, et puis on verra. Et là, on peut dire qu'au bout d'un an, bon, ce modèle, ça marche parce que voilà, on a eu tellement de demandes qu'on a recruté, et maintenant on est une dizaine dans mes. Non, c'est top. Et clairement, de toute façon, ce que vous avez mis en place avec Prosper Conseil, c'est dans la lignée, dans la continuité de ce que vous aviez déjà fait avec Avenue des Investisseurs. C'était totalement, c'est le même ADN, donc c'était logique. Totalement en ligne, quoi. Ouais. On ne se voyait pas faire un autre modèle. Et le directeur général qu'on a recruté, justement, il avait ce modèle-là en tête. C'est pour ça qu'on l'a recruté. On a exactement la même mindset. D'ailleurs, c'est un lecteur d'Avenue des Investisseurs et c'est aussi un mec du forum. C'est un mec un geek. C'est un geek aussi. Un geek des finances personnelles. Non, c'est top. Ouais. Non, c'est top. Merci pour la présentation et pour le on va dire le cassage de game du conseil en gestion de patrimoine. Après, je ne veux pas non plus trop casser. Après, il y a des CGP non indépendants, enfin, indépendants au conseil non indépendant qui sont compétents, qui font bien le job. Oui, bien sûr. C'est comme. Mais disons qu'il y a toujours une part d'ambiguïté. Et moi, je ne voulais pas cette ambiguïté. C'était du conseil vraiment indépendant au sens européen de la réglementation européenne. Voilà. Non, bien sûr. En fait, c'est comme tout. Quelles que soient les activités, il y a des personnes qui vont, quel que soit le business model, vont travailler vraiment dans la lignée des objectifs de leurs clients, et d'autres qui vont peut-être faire un mix entre les besoins du client et puis leur intérêt un peu plus personnel, financier. Ça fait partie de l'économie, quoi. Donc non, au moins, en tout cas, ce qui est important, c'est que pour moi, quel que soit le schéma, c'est de travailler en transparence, en fait. Et s'il y a des rétrocommissions ou des surfrais, qu'au moins ça soit fait en connaissance de cause, quoi. C'est obligatoire maintenant de la réglementation. Il y a une DER, un document d'entrée en relation, il y a une lettre de mission, et dedans doivent figurer tous les frais, les rétrocommissions, etc. Donc logiquement, c'est affiché, mais même si c'est affiché, en fait, les épargnants, souvent, ils n'ont pas les codes ou les réflexes. Ils voient 2%, ils ne s'imaginent pas l'impact long terme que ça a. C'est ça. Parce qu'on se dit, ouais, bon, allez, 1%, allez, 2%, ouais, bon, bah, c'est pas, ouais, non, mais sur le long terme, c'est monstrueux. Ça fait des centaines de milliers d'euros d'écart de patrimoine. Je comprends. Non, super, merci pour ça. Et donc, dans toute cette évolution personnelle et professionnelle, j'imagine que tu as eu tu as parlé de rencontres, des déclics qui ont fait que tu prenais l'exemple du bateau, hop, je dévie de 1 degré. Est-ce que tu pourrais nous partager, par exemple, un déclic que tu… En fait, c'est le déclic qui m'a mené sur le forum. En fait, on détricote le truc, quoi. Mais je te disais, j'ai découvert le forum et après, ça a nourri ma passion. Et en fait, ce qui m'a fait découvrir le forum, je suis tombé dessus grâce à Google, j'ai tapé comment m'en sortir, comment gérer cette merde, en fait. C'est que j'ai acheté en fait, c'était pas un Pinel à l'époque, c'était un Robien. J'ai acheté un Robien, c'était très mal passé et donc j'ai fait des recherches et je suis tombé sur le forum. Et c'est grâce au Robien, en fait, je me suis pris une grosse claque. À court terme, c'était très violent, mais à long terme, c'est ça qui a nourri ma passion. Et donc, le déclic, c'est un mauvais investissement immobilier. Donc, ça s'appelait l'Eurobien à l'époque, comme le ministre du Logement de l'époque. Ouais, donc c'était un programme neuf de défiscalisation. De mémoire, à l'époque, le d'Eurobien. Aujourd'hui, le Pinel, je crois que c'est 12% d'abattement. Alors, pour la durée. Suivant la durée, à l'époque, de mémoire, le d'Eurobien, c'était du 40% d'abattement, il me semble. Je crois que c'était différent. Là, le Pinel, c'est directement une réduction d'impôt, alors que l'Eurobien, de mémoire, c'était une baisse de l'assiette imposable. Ah oui, X%, c'était pas le même mécanisme. Ouais, c'est pas le même mécanisme, tu as raison. Le Pinel, c'était… Mais en fait, l'idée sous-jacente était la même. Ça s'adresse aux gens qui veulent défiscaliser.
Mm. et qui me font parfois beaucoup. Et c'était mon cas à l'époque, en fait. En 2006, j'aimais bien l'épargne, mais j'avais jamais investi, je m'étais pas vraiment renseigné. Et c'est mon erreur. J'en veux un peu au conseiller en gestion de patrimoine de l'époque qui m'a vendu ça pour sa commission. C'est pour ça que je voulais pas ce modèle de Ouais. commission, parce que lui, je sais qu'il m'avait eu avec sa commission. Il vendait que ça, du coup. Son conseil, pour lui, ça se résumait à vendre du Robien. Voilà. Il vendait que ça. Et moi, à l'époque, j'étais bené, je n'y connaissais rien. Je voulais défiscaliser et en même temps investir dans l'immobilier. Et donc, j'ai acheté ça sans réfléchir. Et du coup, j'ai fait toutes les erreurs qu'il ne faut pas faire dans l'immobilier. Vraiment, c'est un cas d'école. C'est le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, quoi. C'est incroyable. Le mec, en fait, c'est un collègue. Par exemple. Je vais t'expliquer point par point. C'est un collègue. Je venais de rentrer dans l'armée. C'était en 2006. Et mon collègue, lieutenant, il m'a dit, moi, j'ai un ami, il est gestionnaire de patrimoine. Il est super. Si tu veux, je te le présente. Parce que mon collègue savait que je voulais investir. Je dis, ok, vas-y, présente-le-moi. Donc, on a dîné ensemble avec son ami. Il était super sympa. On s'est bien entendu. Et donc là, je lui ai fait confiance parce qu'il était sympa. Et en plus, il m'a tendu une carte de visite conseiller en gestion de patrimoine. Bon, maintenant, avec le recul, je me suis dit, j'ai été bête, j'aurais dû déjà contrôler sur Google s'il était vraiment conseiller en gestion de patrimoine. Parce que je pense qu'il ne figurait même pas dans le registre ORIAS. En fait, l'ORIAS, c'est un registre qui recense tous les vrais conseillers en gestion de patrimoine avec un numéro d'enregistrement ORIAS. D'accord, ouais. Et je pense que le mec, c'était un faux. Pour faire bien, il mettait une carte de visite conseiller en gestion de patrimoine, ça a impressionné. En plus, il avait une belle BMW. Je me disais, il gagne bien sa vie, il doit être compétent. Bref, tous les clichés, tous les red flags, normalement. En fait, ce n'était pas un vrai conseiller en gestion de patrimoine. Mais ça, à l'époque, je ne savais pas. Il fallait juste que vendre son Robien. Bref, on discute, etc. Et on me dit, pour toi, j'ai ce qu'il faut, il faut défiscaliser. Tu veux défiscaliser et en même temps l'immobilier, tu vas acheter un Robien. Moi, je dis, ok, je te fais confiance. On a discuté. Je ne sais même pas si j'ai visité l'appartement, tu vois, l'erreur typique. C'était à Épinal. J'ai dit, ok, c'est à 1 heure de chez moi. Moi, je travaillais à Chaumont, le régiment de Chaumont. Il dit, ok, j'achète, c'est à 1 heure. Ok, moi, je te fais confiance. Déjà, la première règle, c'est emplacement, emplacement, emplacement. J'aurais dû m'assurer que l'emplacement était. Est-ce que c'est dynamique Épinal? En fait, j'ai découvert qu'après, que non, on avait du mal à trouver des locataires ou des locataires qui n'étaient pas solvables, quoi. Des locataires qui étaient soit au chômage, soit au SMIC, ou voilà, des gens, c'est pas facile, quoi. Donc déjà, première règle, emplacement, c'était pas très bon, déjà là-dessus. Deuxième règle, c'est le prix, il faut acheter au bon prix. Et là, maintenant, j'en rigole, mais ça me paraît tellement évident. Mais j'aurais dû faire une recherche Le Bon Coin. Je ne sais pas si ça existait à l'époque en 2006, mais j'aurais dû faire une recherche sur les prix. Et là, le truc, c'était vendu 140 000 euros pour 60 mètres carrés à Épinal. C'était plus de 2 000 euros le mètre carré. Alors que l'ancien, c'était à 1 000 euros le mètre carré à Épinal à l'époque. Je payais le double, quasiment le double du prix, peut-être 2 000 au lieu de 1 200 le mètre carré. Si tu payes le double du prix au mètre carré, ok, c'est du neuf, mais comment veux-tu être rentable? Tu vas acheter du neuf là, à l'instant T, au prix du neuf, ok. Mais quand tu revendras dans 9 ans, ça sera le prix de l'ancien quasiment. Ce que j'ai acheté à 2 200 euros le mètre carré, si l'ancien il est à 1 400, je vais le vendre à 1 400 dans 9 ans, ou 1 600, ça remonte beaucoup. Mais déjà là, c'était mal parti. Mauvais emplacement au prix exubérant. Et après, mauvais montage fiscal, je n'avais pas vraiment besoin de défiscaliser. Enfin, je payais 3 000 euros d'impôts par an, peut-être, c'était pas grand-chose. Ouais, donc clairement, déjà, il y avait une question de due diligence, si je puis dire, d'analyse, peut-être d'analyse, enfin de back-upper ce qu'on te disait avec une analyse personnelle. Mais de ce que je comprends, c'est que en plus, le produit qui t'était proposé n'était pas forcément adapté à ta situation à l'époque. Mais lui, en fait, il vendait que ça. Il vendait que du Robien à l'époque et que dans la ville d'Épinal. Et donc voilà, c'était pas du conseil, quoi. Un vrai conseiller, il aurait pris mes objectifs, il aurait dit non, mais là, dans votre situation, votre objectif, c'est pas de défiscaliser. Votre objectif, c'est de vous construire un beau patrimoine. Et ça peut se faire soit dans l'immobilier, tu achètes un immeuble de rapport. Je préfère avoir un marque pour ça maintenant. Tu achètes un bel immeuble de rapport et au LMNP, ça existait à l'époque. LMNP, tu écrases les revenus imposables, tu auras 0 revenu imposable. Ou alors du financier, l'assurance vie, truc, ou les deux en même temps, quoi. Mais là, direct, allez, je te vends mon Robien et c'est bon, c'est bien. Donc, j'en veux à lui parce que c'était pas un vrai conseiller, mais j'en veux aussi à moi, j'aurais dû faire la due diligence. Mais à l'époque, je sortais d'études. Pendant les études, même en maîtrise compta finance, tu vois, c'est les chiffres, la comptabilité finance. Tu apprends la finance de marché, tu apprends la finance d'entreprise, mais tu n'apprends pas ta finance perso, tu n'apprends pas à investir perso. Et ça va pas, quoi. Et moi, j'ai fait confiance au mec. Je me disais, allez, c'est un conseiller en gestion de patrimoine. Si je le paye, le conseil est gratuit, mais je savais qu'il y avait une rétrocommission. Je me disais, s'il touche une rétrocommission, c'est pour bien me conseiller. Je lui fais confiance, allez. Mais non, c'était mon erreur.
Voilà. Donc, voilà pourquoi, après, je me suis renseigné à fond quand j'ai compris. Mais après, j'ai rapidement compris l'erreur. Hein. Quand c'était mis en location, je me suis rapidement dit, mais ça me paraît bizarre quand même ce truc. En fait, je me suis posé les questions trop tard quand j'avais investi. Je me suis dit, le prix, est-ce qu'il est bon? Ah, ça me paraît cher finalement quand je compare. Après, est-ce que c'est bien loué? Est-ce que c'est au bon endroit? Et là, je me suis dit, non, mince, j'ai fait n'importe quoi là, je crois. Mais c'était trop tard, c'était acheté. Trop tard. Donc, les questions, vraiment, les gens qui nous écoutent, Ouais, en amont, quoi. posez-vous des questions avant l'achat. Après, c'est trop tard. Et c'est pareil pour tout. Quand vous Ouais, investissez en assurance vie, il faut choisir la bonne avant. bien sûr. Après, il est toujours temps de retirer l'argent et de réinvestir ailleurs. Mais en immobilier, c'est très compliqué. Ouais, Moi, bien j'ai sûr. fini par revendre, mais en fait, j'ai fait une moins-value énorme par rapport au gain fiscal. J'ai défiscalisé 20 000, mais j'ai vendu, je sais plus, 60 000 euros de moins-value, je crois. Ouais. Et avec un rendement pourri tous les ans, un rendement pourri malgré la défisque. Donc, clairement mauvais. Et le Pinel, de ce que j'observe, c'est souvent ça. 95% des Pinel sont médiocres. Ça ne répond pas vraiment au profil du client. Et ça ne répond pas non plus, c'est pas rentable. Quand je calcule par rapport Mm. à un immeuble ancien bien optimisé fiscalement, je compare les deux objectivement. Mm. Je vois le TRI, le taux de rentabilité interne, même en tenant compte de la défisque, il est souvent inférieur au TRI d'un immeuble ancien bien optimisé fiscalement. Ouais, clairement. Ouais, Donc, tu voilà. prêches un Donc, convaincu, mais ouais, c'est intéressant. Mm. ouais, et c'est pour ça que, voilà, en 2000, je crois que c'était du coup en 2008 ou 2009, je suis allé sur le forum parce que j'avais compris que j'avais fait des bêtises. Et là, je me suis dit, OK, j'apprends là-dessus. Et parce que si j'apprends pas toute ma vie, je vais me faire avoir. Donc, ça m'a mis une claque, mais c'est pas grave pour le long terme. C'est pas grave. Ce qui importe maintenant, c'est de corriger le tir, bien investir à partir de maintenant. Donc, j'ai appris. Je suis devenu passionné. Et c'est comme ça. Et, Voilà, et fou, c'est-à-dire que tu as eu cette mauvaise expérience de conseil et d'acquisition, si je puis dire, ouais, et ça a été le déclic, ensuite le forum, c'est ça. assidu, ensuite la rencontre, ok, on va créer le blog Avenue des investisseurs, Ouais, et des années après, Prosper c'est ça. Conseil. Tu vois, et Donc, tout est vite le déclic finalement. Et grâce à un euro bien, bah voilà. du coup, maintenant, je suis presque content d'avoir acheté ce bien parce que C'est si j'avais ça. fait un bon investissement à l'époque, je serais toujours militaire peut-être et je m'ennuyais. Ouais, c'est ça. Pas Non, non mais plus. non, mais comme quoi, tu vois, c'est fou, quoi. C'est Parfois, fou. il faut faire des erreurs dans la vie. On fait une Ça, mais de erreur toute façon, faut apprendre de ça. et on apprend comme ça, on se prend une bonne Ouais. claque. Mais après, le tout, quand on fait une erreur, c'est pas de se dire ah, je suis une merde, j'y arriverai jamais. Non, c'est au contraire de se dire bon, ok, c'est pas, j'ai fait une erreur, ça arrive. Maintenant, allez, je vais apprendre, je me jette dedans et Hum, voilà, hum. je corrige le tir, quoi. Ouais, l'idée, c'est de pas refaire la même erreur et d'apprendre de ça, quoi. Et après, ouais, Euh, ça m'a donné envie, ça m'a donné cette rage de dire, allez, maintenant, il faut que j'apprenne, il faut que j'explique aux ouais, gens, je vais pas faire mon erreur, je vais leur dire ce que c'est le vrai conseil et je vais leur dire ouais. ce que c'est comment vraiment on investit. Et bien Hum, investir en immobilier, c'est d'abord l'emplacement, mais aussi l'optimisation fiscale, d'acheter au bon prix. Enfin, c'est plein de critères, c'est pas juste défiscaliser, ça c'est une erreur. Quand on veut hum, hum, investir pour défiscaliser, non, c'est mal barré. Il faut faire l'inverse. Il faut chercher à bien investir, que ce soit dans l'immobilier ou en financier. D'abord, on investit bien, on choisit le bon ingrédient. Le bon ingrédient, c'est quoi? C'est le bon immeuble ou le bon appartement ou la bonne ouais. assurance vie. On choisit le bon ingrédient et après, on se demande, avant de donner le pognon, avant d'investir, on se demande, OK, j'ai le bon ingrédient, mais comment je vais l'optimiser fiscalement Ouais. maintenant? Comment je vais le cuisiner, cet ingrédient? Avec la cocotte minute ou avec Hum. le four ou avec, et ça, c'est l'enrobage fiscal. Quel enrobage fiscal je vais Ouais. choisir pour mon ingrédient? Et pas l'inverse. Beaucoup d'épargnants se disent, ah bah d'abord, je vais défiscaliser et puis après, on verra. Non, non, ça, c'est prendre les trucs dans le mauvais sens. Et c'est ce que j'ai fait en 2006, c'est ce qui a conduit Hum, à hum. mon erreur de 2006. Nous, en fait, c'est exactement l'approche qu'on va avoir en termes d'accompagnement. Ça va être de bien comprendre les objectifs des clients, de définir avec eux la bonne stratégie d'investissement qui répond à ces objectifs-là. Mais là, purement immobilier, hein, parce que nous, on n'est pas conseiller, on n'est pas conseiller financier, bien sûr. Et ensuite, une fois qu'on va avoir trouvé l'opportunité, déjà dans la stratégie, on aborde au regard des objectifs la structure d'acquisition qui pourrait répondre à ces objectifs-là. Et une fois qu'on a trouvé l'immeuble, eh ben, on affine en fait. On a Ouais. les objectifs, on a la stratégie, on a le bien. Et maintenant, c'est exactement comme tu dis, on mélange tout Exactement ça. ça et on va affiner le meilleur schéma d'acquisition pour que, un, cet investissement soit rentable et que fiscalement parlant, il soit ultra optimisé, quoi. Ouais, c'est Donc, exactement ça. Tu as tout compris au hein, concept. C'est vraiment ça le bon conseil. On part du projet, après on trouve l'ingrédient et après on fait l'enrobage fiscal pour hum, optimiser fiscalement. non, on est totalement en Et phase. on est exactement sur la. Et alors,
Pour enchaîner sur également d'autres facettes de ton activité, nous, c'est vrai que dans le cadre de notre activité, on a la chance d'accompagner dans l'acquisition d'immeubles des clients qui ont une situation financière vraiment très stable, avec de l'épargne, parfois plusieurs centaines de milliers d'euros d'épargne. Et ça nous arrive assez régulièrement de constater que les clients qui font appel à nous sont plutôt mal conseillés ou surtout mal accompagnés sur cette vision, on va dire, globale 360. C'est vrai que nous, on va s'occuper, si je puis dire, que de la partie Ouais. immobilière. Mais ça a pu nous arriver que des clients aient ouais, vraiment plusieurs centaines de milliers d'euros d'épargne et nous disent, bah, écoutez, je suis convaincu qu'investir dans l'immobilier bah, est bon pour nous et va enfin, va participer à l'atteinte de nos objectifs, mais je ne sais pas quoi faire avec cette épargne, je ne sais pas comment la faire fructifier parce que bah, ils n'ont pas confiance en les conseils qui sont autour d'eux Mm. ou éventuellement ils sont pas conseillés. Et ça m'a vraiment frappé. Et nous, clairement, on n'est pas des intégristes de l'investissement locatif. On est convaincu que il faut aussi avoir une diversification. Et tu publies régulièrement sur alors je ne vais pas dire un concept, mais un support de placement, l'assurance vie luxembourgeoise, qui peut, j'en suis convaincu, répondre aux attentes de beaucoup de personnes, et notamment certains clients qu'on peut accompagner. Et j'aurais souhaité, si tu es d'accord, que tu présentes un peu plus dans le détail en quoi ça consiste, cette assurance vie Ça marche. luxembourgeoise. C'est comme ça qu'on s'est connus d'ailleurs, on s'est connus sur Ouais, LinkedIn avec ouais. Marc. Moi, je voyais tes posts et je me disais, mais c'est exactement ce qu'on fait. Enfin, c'est exactement Mm, la même vision, le mm, même ADN, le conseil, c'est la bonne approche. Et ouais, c'est comme ça qu'on s'est connus. Et du coup, bah, nous aussi, nos clients, nous, on a une vision globale chez ouais, Prosper Conseil. On fait aussi l'investissement financier, mais la partie IMO, on peut conseiller des montages, voilà. Mais la partie IMO, quand on a un client qui veut acheter du concret, un immeuble, du physique, bah voilà, nous on oriente vers toi parce on sait que c'est carré, c'est la même approche que nous. ouais. Et, donc c'est exactement la même approche. Et du coup, ouais, pour l'assurance vie, je vais te montrer Ouais, tu mon peux partager. écran. Si tu veux. Chacun sa spécialité. C'est ça. Alors voilà, Avenue des investisseurs. Ah, tu Donc vois, le fameux blog. le fameux blog avec Nicolas et Ludovic. Voilà. Donc voilà, c'est un parcours en 7 étapes ici sur la homepage. Après, si on veut aller directement à ce qui nous intéresse, c'est la partie assurance vie. Bah, le guide, déjà, c'est vraiment pédagogique. Ouais, Comment apprendre les bases. Donc là, je recommande déjà de lire ça pour les bases. C'est bah, diversifier entre le financier, l'immobilier, selon ouais, ses projets, court, moyen, long terme. Comment juger d'un investissement? C'est les règles fondamentales. C'est le rendement, le risque, la liquidité. C'est les 3 critères pour juger d'un investissement. Euh, voilà. Ensuite, l'assurance vie, la bourse, l'immobilier, défiscalisation, optimisation fiscale. Là, on explique que souvent, attention aux plans foireux. Il y a beaucoup de mm, défiscalisation qui sont des plans foireux, comme je l'ai vécu et comme je le vois souvent. Il faut vraiment bien choisir ces optimisations ouais. fiscales. Et donc, pour revenir à ta question sur l'assurance vie, on va faire une recherche ici, c'est plus rapide. Luxembourg, parce que, en fait, l'assurance vie, on a des assurances vie françaises classiques et les assurances vie luxembourgeoises. C'est Ouais. son cousin luxembourgeois. C'est plus la version luxe, en fait, comme le nom l'indique. Luxembourgeois, c'est le luxe. Et, voilà, c'est plus haut de gamme parce que c'est accessible à partir de 250 000 euros, le contrat luxembourgeois. Alors que les assurances vie françaises, on les ouvre à partir de 500 euros. Ouais. Voilà, c'est très abordable. Tout le monde peut ouvrir une assurance vie française. Il y en a partout, d'ailleurs, des assurances vie. Il y en a plus de 300, je crois, sur le marché. Chaque banque a plusieurs assurances vie. Il y a des spécialistes en ligne aussi pour leurs assurances vie. Donc, nous, sur Avenue des investisseurs, on fait des guides pour expliquer comment ça fonctionne, mais on fait aussi des comparatifs pour expliquer quelles sont les meilleures assurances vie du marché. Mm, Parce que sur les 300 ou 400, finalement, il n'y en a qu'une dizaine qui sont vraiment bien. Les autres, il y a trop de frais et pas de bons fonds. Donc, nous, on d'accord. a sélectionné la dizaine qui méritent vraiment de s'y intéresser, les meilleures assurances vie avec les bons fonds et les frais les plus bas.
Ouais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de prendre la tête à refaire une analyse. L'analyse, elle a déjà été faite par vos soins, quoi. on l'a fait, on a filtré Ouais, et on donc c'est présente une bonne idée. que cette assurance vie est meilleure. Il y en a certaines qui sont meilleures pour l'immobilier, d'autres qui sont meilleures pour les actions, d'autres meilleures pour le Mhm. fonds euro. C'est pour ça qu'on présente les meilleures par catégorie. Je Oui, comprends. parce que l'assurance vie, c'est quoi? Il faut voir ça comme une enveloppe ou comme une marmite. Et on va cuisiner avec cette marmite. Dedans, on va Ouais, mettre des ingrédients. On peut mettre un ingrédient fonds euro si on veut la sécurité. C'est que 3% de rendement à peu près, mais c'est ouais, sécurisé. Ou on peut mettre des ingrédients immobiliers. Sur les bonnes assurances vie, tu as des fonds immobiliers qu'on appelle les SCPI ou même des SCI, des fonds immobiliers. Ou on peut mettre des ingrédients actions, des fonds actions. J'en ai parlé tout à l'heure, les fonds actifs classiques, c'est 2% de frais, c'est énorme. Mais tu as des fonds actions qu'on appelle les trackers, où là, c'est 10 fois moins de frais et c'est beaucoup mm, plus rentable sur le long terme. Voilà, donc on met différents ingrédients et on cuisine avec sa petite marmite. On fait sa ouais. tambouille. On peut mettre plus ou moins de fonds euros, d'actions, d'immobilier. Voilà, ça, c'est les bases de l'assurance vie et c'est valable en France comme au Luxembourg. Mais j'ai fait un tableau pour expliquer la différence Ah, entre les deux. Parce que juste avant que tu démarres, c'est-à-dire que vous, votre conseil, vous allez être en mesure de, si je vous dis, moi, voilà quels sont mes objectifs, vous proposez, au regard des supports que vous avez sélectionnés, vous êtes en mesure de proposer l'allocation, hein, c'est ça? c'est ça. Ouais, c'est On va ça. pouvoir faire la petite tambouille à l'intérieur. Je comprends. Et comme une gestion pilotée, finalement, c'est nous qui Ouais, la pilotons pour le client. On va lui dire, OK, on va mettre X% de fonds euros, Y% actions, Z% immobilier. Et après, on va optimiser fiscalement les sorties. S'il faut sortir, on va optimiser ça pour payer moins d'impôts. L'assurance Mhm. vie, si on sort après les 8 ans, il y a exonération d'impôt sur le revenu. C'est pour ça que c'est intéressant dans une optique de rente, si on veut être rentier à 40 ou 50 ans ou plus, ou même pour la retraite. C'est intéressant l'assurance vie pour optimiser fiscalement et sortir après les 8 ans. Ouais, ouais. Ah, Ok. c'est vraiment une niche fiscale pour nous. C'est la meilleure enveloppe en France pour investir. Sauf que malheureusement, 95% des assurances vie sont mauvaises. Donc, il faut Mhm. vraiment sélectionner les bonnes. C'est comme l'immobilier, hein. Je sais que, Marc, tu sélectionnes, et c'est ça que j'ai apprécié dans ton approche. Il y a des centaines d'immeubles en vente. Bah, tu Ouais, vas sélectionner seulement 10% qui méritent le coup d'œil. Tu vas mm. visiter les 10%. Et sur les 10% que tu vas analyser, finalement, tu n'en retiens que 1% que tu vas Ouais, proposer au c'est ça, client. c'est C'est exactement. exactement la même approche. Ouais. Et c'est ça que j'ai apprécié parce qu'il y a plein de gens qui font comme toi, mais Mm. où j'ai testé, hein, j'ai testé moi-même, je voulais acheter de l'immobilier et j'ai été déçu parce que je me disais, mais les mecs, ils s'emmerdent pas. Ils m'envoient Mm. toutes les annonces se loger quasiment, ils Ouais. font pas de tri. Mm. C'est pas pour ça qu'ils les payent, quoi. Enfin, ça mérite pas. Tandis que Mm. toi, j'ai vu que tu apportais une vraie valeur ajoutée. Tu sélectionnes, déjà, t'audites, tu sélectionnes 10% qui méritent le coup d'œil. Et si c'est bon, OK, tu présentes seulement ceux qui. C'est ça que Mm. j'apprécie. Nous, on a exactement la même approche aussi là-dessus. On a audité tout le marché et on présente vraiment que les meilleurs qui méritent d'investir. En fait, je présente pas ce que moi-même, je n'investirais pas dessus, en fait. Mm. Si moi-même j'investis dessus, bah, là, je suis serein. Je propose à mes parents, bah, mes parents, mon fils, ils ont les Ouais, bien mêmes. sûr. Non, mais t'es serein, t'es clair avec l'approche et avec Ouais, votre mission. Non, c'est vrai que la particularité avec peut-être l'immobilier, c'est que nous, la plupart des biens qu'on va proposer, grâce à notre réseau, au réseau qu'on a constitué, ils sont off-market. ouais. Ah oui, Donc c'est vrai que du coup, c'est un plus, ouais. c'est un plus qui fait que voilà, non seulement on sélectionne, mais surtout on sélectionne parmi un pool d'opportunités que Encore personne plus ne. caché. Parce que nous, les assurances vie, finalement, qu'on recommande, bah, elles sont grand public, tout le monde peut les connaître. Mm. Mais sauf Ouais. que bah, c'est normal, les gens ne sont pas en mesure de vraiment comparer, ne savent pas quoi Mm, comparer. mm, mm. Et puis, il y a des assurances vie qui sont très. Les meilleures, en fait, elles sont assez nichées. Ouais. Et pour les connaître, en fait, il faut être expert. En fait, il faut passer. Moi, je les ai connus parce que je suis allé sur le forum et tous les gens qui étaient initiés, ils avaient ces assurances vie-là. Et voilà. Donc, il faut vraiment s'y intéresser à fond pour découvrir. C'est des trucs qui sont cachés. C'est comme les passionnés automobiles, peut-être, ils vont dire tel ou tel modèle, c'est les Ouais. bons. Moi, j'y connais rien, mais comme l'immobilier, ouais, vous savez dénicher les pépites. Moi, j'aurais bien du mal à le faire parce qu'il faut être Mm, dedans à 24. Voilà, mais c'est exactement la même approche. Donc, nous, on a mm. trouvé les bonnes. Et maintenant, pour expliquer la différence entre. Bah, déjà, l'assurance vie, ce n'est pas une assurance décès. Beaucoup de gens confondent. L'assurance vie, c'est vraiment un produit d'épargne. On épargne dedans, on retire l'argent et voilà, on vit grâce à notre assurance vie. Enfin, c'est pas bloqué jusqu'à la retraite et c'est pas bloqué jusqu'à la mort non plus. On retire quand on veut. Si on veut, on retire le lendemain. Mm. Mais pour optimiser fiscalement, c'est quand même mieux de sortir après les 8 ans du contrat. C'est pour ça Ouais. qu'on ouvre rapidement un contrat de façon à pouvoir retirer quand elle aura 8 ans. Ça Mm. sera mieux optimisé. Mon fils, dès qu'il avait 3 mois, je lui ai ouvert son contrat. D'accord. Donc, on peut ouvrir dès la naissance.
C'est vraiment souple et on fait ce qu'on veut avec. Sur les bonnes qui contiennent des Ouais. bons ingrédients. Parce que la plupart des assurances vie, comme j'ai dit, c'est une marmite, mais quasiment vide. Tu as 3 pauvres ingrédients qui se battent en duel. Mm. Nous, on prend des bonnes marmites avec les bons ingrédients dedans pour bien se régaler après. Donc, et pour faire la différence entre les assurances vie luxembourgeoises et les assurances vie françaises, alors déjà, le premier critère, c'est le ticket d'entrée, la somme minimum à investir au début. Une assurance vie française, c'est à partir de 500 euros. C'est l'avantage. Luxembourgeoise, ça s'adresse à une clientèle quand même qui est patrimoniale, avec plus d'argent. C'est minimum 250 000 euros. Mais On parce que peut être, on peut être résident. Ça marche pour tout le monde, en tout cas en termes de résidence fiscale. Ça peut on être peut, ouais, pour des Français, enfin pour des pour les Français résidant en France, mais ça peut être pour des Français résidant à l'étranger aussi. expatriés, ouais. Et il y a Mm. même un avantage là-dessus, j'en parlerai tout à l'heure. Il y a un avantage, D'accord. on peut l'ouvrir dans le monde entier. Et il peut y avoir un avantage quand on est à l'étranger, D'accord. un avantage supplémentaire. Le mode de gestion, bah là, il n'y a rien de particulier, c'est exactement pareil. Gestion libre, c'est-à-dire qu'on répartit nous-mêmes, l'épargnant répartit lui-même ses ingrédients dans la marmite, Ouais. des fonds D'accord. euros, actions, immobilier. Ou gestion conseillée pilotée, bah là, c'est si c'est Prosper Conseil, par exemple, qui va choisir des ingrédients pour mettre en œuvre par rapport au projet du client. D'accord. Là, c'est de la gestion pilotée, on choisit pour le client. Donc ça Euh, va faire partie de votre lettre de mission, si je puis c'est dire. dans la Souvent, lettre de mission. vous adaptez votre mission par rapport à ce que souhaite le client, quoi. Ok. C'est ça. Moi, en principe, bon, il préfère la gestion conseillée, c'est Ouais. notre plus-value, c'est notre valeur ajoutée. D'accord. La gestion en ligne, on peut gérer en ligne, que ce soit française ou luxembourgeoise, sur les bons contrats, du moins, on peut gérer en ligne. On a D'accord. une vision vraiment tous les jours, si on veut se connecter tous les jours, voir ses petits, on peut le voir. D'accord. Fonds euro, alors, l'assurance vie française, il y a le fonds euro, c'est une spécialité française, c'est le fonds euro qui est garanti par l'assureur sans risque de perte en capital. C'est à peu près 2 ou 3 de rendement par an. Bon, les taux montent, ça sera peut-être 3 maintenant. Et ça, c'est garanti sans risque de perte en capital. Au Luxembourg, on n'a pas de fonds euro. Mais ce qu'on peut mettre dedans, c'est des fonds qui sont monétaires, qui sont très sécurisés aussi. On a différents fonds obligataires, monétaires qui sont sécurisés, plus que les fonds actions et plus que les fonds immobiliers. Donc, D'accord. voilà. Mais le fonds euro, c'est Et vraiment un en termes de rendement, là, tu parlais de fonds en euros 2-3% en France sur, sur l'assurance vie luxembourgeoise. Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? On peut trouver l'équivalent dans des fonds monétaires ou D'accord. obligataires. On peut trouver. Mais il y a quand même un petit risque, mais un risque quand même de perte en capital. Ah oui, Dès d'accord. qu'on quitte le fonds euro, en fait, on investit sur les marchés financiers, que ce soit Ouais, ouais, l'immobilier, les actions ou les obligations monétaires, c'est quand même les marchés financiers, et donc il y a une volatilité. Mais sauf que les fonds monétaires, la volatilité, elle est notée 1 sur 7, c'est sur une échelle de 7. Les fonds immobiliers, c'est 4, souvent c'est entre 3 et 5 sur 7, les ouais, fonds immobiliers, le risque de perte en capital. Et les fonds actions, c'est souvent 6 ou 7 sur 7. d'accord. Donc, les fonds monétaires, on est à 1 ou 2 sur 7, donc c'est très, très peu volatile. Le choix des unités de compte en assurance vie française, c'est limité à celles proposées par l'assureur. Donc, si vous avez une assurance vie classique, il y a peut-être 10, 20, 50 unités de compte. C'est pas terrible. Et pas les bons fonds dedans. C'est pas les bons ingrédients. Une bonne assurance vie française, là, il y a des centaines, peut-être 1000 unités de compte. Donc là, on a un grand choix de fonds. Les unités de compte, c'est tout ce qui n'est pas fonds euros. C'est des fonds d'investissement. Ça peut être des fonds actions, immobiliers, etc. Et donc, tu as un grand choix sur les bonnes assurances vie françaises. Mais les assurances vie luxembourgeoises, c'est encore mieux. Tu as un choix qui est quasiment illimité. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Tu peux demander à l'assureur de créer pour toi, enfin pas de créer, mais d'ajouter, de référencer dans ton assurance vie une unité de compte que tu pourras choisir. On peut lui demander d'avoir les meilleurs trackers possibles pour nos clients. Les meilleurs trackers avec le moins de frais possible à 0,12% ou 0,08, ça existe, possible, ou des fonds clean share. Et les fonds clean share, c'est des fonds sans rétrocommission. Parce que oui, c'est un truc qui rappelle ce que je disais au début. Ouais. Les CGP traditionnels, ils vendent des fonds classiques avec des rétrocommissions. Mais Mm. nous, on peut demander des fonds clean share, ça veut dire ils sont propres, sans rétrocommission. Du coup, c'est le même fonds, mais avec des frais compressés au maximum D'accord. pour que les gens ne payent pas, pour que les frais soient minimum. D'accord. Ok. Pour dire, en fait, le CGP, il choisit ce qu'il veut. Est-ce que tu veux donner à tes clients des fonds clean share ou des fonds classiques? Les CGP traditionnels, ils prennent des fonds classiques parce qu'ils vivent sur les rétros. Mm. Du coup, nous, on peut choisir les meilleurs ingrédients, les fonds clean share, les trackers. On choisit les meilleurs ingrédients possibles. Oui, ça, c'est un gros avantage de l'assurance vie luxembourgeoise, c'est que les avoirs sont séparés
C'est ce qu'on appelle le triangle de sécurité luxembourgeois. En France, l'argent des clients, il est mis chez l'assureur. Et Ouais, si l'assureur fait faillite, bah, c'est garanti par l'État, mais à hauteur de 70 000 euros seulement. ouais, Tandis qu'au Luxembourg, les assurances luxembourgeoises, avec les assureurs luxembourgeois, bah, c'est une garantie illimitée. Et finalement, l'argent, il n'est pas chez l'assureur, il est chez une banque dépositaire. Donc, il y a d'accord, trois parties. Tu as l'assureur, tu as la banque dépositaire et tu as le contrôleur des assureurs. d'accord, Tu as trois parties. Et ce système, c'est le triangle de sécurité luxembourgeois. C'est un système à trois têtes. Le contrôleur contrôle l'assureur. Et puis l'argent, il n'est pas chez l'assureur, il est chez la banque dépositaire. d'accord. Donc, l'argent des clients, des épargnants, il est hyper sécurisé, encore plus qu'en France. En France, c'est déjà pas mal. Hein. Je ne veux pas dire que ce n'est pas sécurisé. En France, c'est déjà bien sécurisé. L'argent, il est chez l'assureur, il n'est pas chez l'intermédiaire, la banque Mm. ou le courtier, il n'est pas chez l'intermédiaire, il est chez l'assureur. Mais l'assureur, s'il fait faillite, c'est limité à 70 000 euros de garantie. Voilà. On a quand même une protection qui est maximale pour les Ouais. clients aidés, les clients patrimoniaux. Ouais, surtout pour les, la- surtout pour enfin, et je veux dire, tout le monde a besoin d'être bien sûr sécurisé. Euh, là, on parle de clients, on va dire un peu plus patrimoniaux, donc on parle de 000 plus euros. grosses sommes d'argent. Donc bien sûr, cette notion de sécurisation, elle Elle est plus a encore plus d'impact, quoi. Donc, ok, Mhm. ouais, c'est top. Ouais. Et voilà. Et ça, le statut de créancier de premier rang, c'est aussi une différence. S'il y a une faillite en France d'un assureur, bah, Ouais, l'épargnant, finalement, il est créancier, c'est-à-dire qu'il va recevoir de l'argent de l'assureur, mais il passe après les salariés, après l'État, après je crois même les fournisseurs. Enfin, bref, il est quatrième ou cinquième créancier seulement, l'épargnant français. Tandis qu'au Luxembourg, sur un contrat luxembourgeois, l'épargnant, il est créancier de premier rang. Si la banque dépositaire fait faillite, bah, avant de rembourser, la banque a de l'argent, avant de payer les fournisseurs ou les salariés ou l'État, bah, c'est le client qui reçoit l'argent de la banque. ah, c'est fou ça. D'accord. Donc, il est vraiment surprotégé. Le client est roi là-bas. Le client, l'épargnant, il est vraiment roi. Et il passe avant les salariés de la banque, il passe avant tout le monde, avant même le fisc. Donc, c'est aussi une grosse Et ce qui n'est protection. pas le cas, ce qui n'est pas le cas en France. En France, il est créancier, c'est-à-dire que s'il y a une faillite de l'assureur, il est créancier, le client. Mais il passe après le fisc et après les salariés, et je crois même après les fournisseurs. Voilà, il passe après tout le monde. Donc, s'il n'y a plus d'argent, bah, les premiers à se Ouais, servir, en fait, c'est les salariés. ouais, il ramasse les miettes, quoi. D'accord. Voilà, ils se partagent ce qui reste. Voilà. Tandis que là, c'est l'inverse au Luxembourg. C'est d'abord les épargnants. Et s'il Ouais. reste quelque chose, ben, les salariés et l'État aura quelque chose. D'accord, je comprends. Ok. Et c'est rarissime, hein, les faillites, que ce soit en France, même les assureurs. Je ne veux Ouais, bien pas sûr. alerter, faire paniquer les gens Ouais, pour rien, faut même pas en non France, plus c'est rare, faire, les faillites ouais, je d'assureurs. comprends. Mais c'est quand même, voilà, quand on a des centaines de milliers d'euros à investir ou même des millions, Bien. moi, je suis un peu parano et je préfère me border, éviter tous les risques possibles. Ouais, ouais, t'as entièrement raison, bien sûr. Ça offre de la sérénité, quoi. Le plafond de garantie, bah, du coup, comme je disais, en France, c'est 70 000 euros par Ouais, assureur. ouais, ouais, Là-bas, au Luxembourg, c'est sans limite. ouais, La loi SAPA 2, c'est aussi un petit risque en France. oui. La loi SAPA 2, c'est une loi qui peut te bloquer ton argent en assurance vie. S'il y a un problème, ça peut être bloqué pendant 6 mois ou même un an ou un an et demi. Tandis qu'au Luxembourg, il n'y a pas de loi SAPA 2. Et donc, si tu veux retirer ton argent, tu n'as pas de risque de blocage. D'accord. La transparence fiscale, ça, c'est un avantage fiscal. Ça va ici, ça va avec cet avantage-là. C'est la fiscalité du pays de résidence qui compte. Donc ça intéresse les expats. Si, Ouais, si tu vis en France et que tu as souscrit un contrat luxembourgeois, c'est la fiscalité française qui s'applique et qui n'est pas mauvaise. Hein. C'est une niche fiscale, l'assurance vie, même en France. C'est-à-dire que si tu sors après les 8 ans, tu as exonération d'impôt sur le revenu à hauteur ah ouais, de 9 200 euros de plus-value par an. Donc, ok, 1 600 pour un célibataire. Donc, tu as quand même la fiscalité française qui est quand même très bien. d'accord. Mais si tu pars en expatriation, par exemple à Dubaï ou je sais pas, un pays, comme on dit, des paradis fiscaux, en fait, bah, c'est la fiscalité du paradis, enfin, du paradis fiscal qui s'applique. D'accord. C'est la fiscalité du pays de résidence qui s'applique. Donc, imagine si tu es expatrié à Dubaï ou je sais pas quel, il y a plusieurs Ouais, pays comme ça qui ont des paradis fiscaux. Bah là, c'est un gros avantage. Tu as la fiscalité du pays et là, tu peux tout retirer des centaines de milliers d'euros de plus-value sans impôt si c'est la fiscalité du pays en question. alors concrètement, si par exemple, ça serait quoi la stratégie si par exemple je suis français expatrié à Dubaï, euh, et que je dispose de pas mal de liquidités qui rentrent dans les critères de l'assurance vie luxembourgeoise, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Est-ce qu'il faut que
que j'investisse avant de partir, avant de m'expatrier, ou alors est-ce qu'il faut que j'ouvre cette assurance vie en étant expatrié, et quid de l'impatriation? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse quand je rentre? Est-ce qu'il faut que je récupère tout avant, ou est-ce que je laisse En comme fait, ça? c'est vraiment l'assurance vie luxembourgeoise, c'est vraiment taillé pour les voyageurs ou les expats. Ouais, Si tu restes en France, ok, ça fonctionne aussi, mais c'est vraiment taillé sur mesure pour les expats, les voyageurs. Parce que tu peux l'embarquer partout dans le monde, tu la gardes, tu l'ouvres avant de partir. Idéalement, c'est encore plus simple de l'ouvrir avant de partir. Et après, ouais. tu voyages partout dans le monde, et où que tu sois, c'est ça la fiscalité du pays de résidence. Et après, tu reviens en France et il n'y a pas de sujet, quoi. C'est normal. Hmm, Ce sera d'accord. ta fiscalité de pays de Mais résidence. par contre, on est d'accord, Ta vie, si c'est ta jamais je résidence. souhaite, admettons, ça fait 10 ans, admettons, ça fait, allez, 10 ou 15 ans que j'ai ouvert l'assurance vie. euh, Si je souhaite récupérer cet argent-là, Ah, vaut mieux le faire quand tu es encore dans un vaut paradis mieux le fiscal. faire quand je suis, En par fait, exemple, à Dubaï ou ouais, dans un c'est pays ça. Vaut mieux matérialiser, on fiscalement appelle ça matérialiser. un peu plus intéressant. D'accord. Vaut mieux matérialiser les plus-values quand tu es dans le pays plus favorable. Si tu es en France, Hmm, bon, c'est déjà bien, on a vu, mais si tu es dans un pays encore plus favorable, ben, il vaut mieux matérialiser des plus-values à ce moment-là. je Et en comprends. fait, la plus-value est activée pas quand tu fais des achats-ventes avec des plus-values. En fait, c'est une enveloppe. Si tu vends avec une plus-value dans l'enveloppe, tu n'es pas imposable encore. Tu es imposable seulement quand tu retires de l'argent de l'enveloppe. Quand tu fais un Oui, c'est retrait, ça. un paiement sortant de Quand l'enveloppe. tu sors de l'argent de l'assurance vie. C'est ça. Mais quand tu restes au sein de l'assurance vie, tu peux faire des achats-ventes, ça s'appelle des Ouais, arbitrages. bien sûr. Tu peux avoir des plus-values et tu n'es pas imposable. Ça reste dans Même en France, l'enveloppe. tu n'es pas imposable. C'est imposable seulement quand tu sors de l'enveloppe. Donc, Je la comprends. stratégie qu'on peut faire, c'est de sortir de l'enveloppe bah, quand on est dans un pays qui est plus favorable. Bien En fait, tu sûr. capitalises. En fait, c'est une enveloppe capitalisante. Tu capitalises à fond les plus-values, tu les fais travailler Hmm, tant que tu hmm. rentres dans l'enveloppe. Dans la marmite, tu fais bouillir. Tu fais bouillir les ingrédients dans la marmite. Et après, bah, tu les sors quand c'est le comestible et quand la note est moins salée possible. Est-ce que ça s'adresse, nous on accompagne, alors on accompagne des cadres, des chefs d'entreprise, des professions libérales, des expatriés dans leurs investissements. Euh, Est-ce que c'est surtout dédié à des finances personnelles, ou est-ce que ça peut être, par exemple, un chef d'entreprise qui a de la trésorerie? Alors bien sûr, il peut utiliser cette trésorerie, remonter une partie de cette trésorerie via une holding pour investir dans l'immobilier, pour développer, enfin faire fructifier cette épargne. Mais s'il a de l'épargne dormante qu'il souhaiterait placer, est-ce que ça, Bonne ça marche? question. Bonne question. J'allais oublier d'en parler et je me rends compte qu'il manque une ligne dans mon tableau. Il faut que je l'ajoute. Merci. Il D'accord? manque la ligne qui peut ouvrir le Ouais, contrat. ouais, L'assurance vie française, c'est limité aux personnes physiques, ouais, aux ouais. épargnants personnes physiques. Tandis que l'assurance vie luxembourgeoise, c'est aussi un avantage. Les personnes morales peuvent en ouvrir une. Donc, un Ah entrepreneur ouais, peut d'accord. choisir de l'ouvrir soit en tant que personne physique, soit en tant que personne morale. Il peut l'ouvrir dans sa société à l'IS, par exemple. C'est Ouais, la société à l'IS qui l'ouvre et ça peut être optimisé fiscalement. Ça, plutôt que de se verser des dividendes taxés à 30% pour ouvrir l'assurance vie luxembourgeoise en tant que personne physique, bah, vaut mieux se garder peut-être la trésor au sein de l'entreprise ou dans sa holding, si on a une holding, et d'ouvrir le contrat avec sa personne morale. Et ça existe, ça s'appelle un contrat de capitalisation luxembourgeois. Ce n'est pas une assurance vie luxembourgeoise, mais c'est pareil, c'est un contrat de capitalisation luxembourgeois. va falloir qu'on discute. Non, mais c'est intéressant. Ah non, c'est top. Et ça c'est un gros avantage parce que tu fais travailler ta trésor sans perdre les dividendes. Si tu te verses les dividendes en personne physique, tu perds 30%. Parfois, c'est mieux de garder sa trésor et de l'investir dans la société. Ouais, ouais, Idéalement, bien c'est sûr. pour les entrepreneurs. Et après, ils peuvent en sortir. Hein. S'ils veulent, ils peuvent sortir aussi du contrat de capi luxembourgeois. Ils peuvent en sortir, se verser une rente. Hein. C'est presque une rente. Quand on peut faire des Ouais, rachats tous les mois, par exemple, comme une rente. Tu te fais un rachat par mois et c'est un avantage. Un autre avantage que j'aurais pu mettre, on peut faire des crédits lombards. Un crédit d'accord. lombard, c'est-à-dire que tu nantis ton capital dans l'assurance vie ou dans le contrat de capitalisation, tu le nantis, et avec ce capital nanti, tu peux récupérer par exemple 60% en emprunt. C'est La 60%. banque te verse 60%, et avec ces 60%, tu fais ce que tu veux. C'est comme un crédit conso, tu fais ce que tu veux. Tu peux vivre ta vie avec. Il y a des gens qui sont très aisés, ou riches, ils vivent grâce au crédit lombard. Ils n'ont aucun revenu du travail. Leur revenu, c'est quoi? Ben, c'est le crédit lombard.
Et vu que c'est un revenu du capital, c'est pas un revenu du travail, donc c'est pas taxé. Tu peux avoir 200 000 euros de crédit Lombard tous les ans. Mm. Ben, c'est un crédit, c'est pas un revenu, donc tu déclares même pas au fisc et tu payes pas d'impôt. Tu vis, il y a des gens qui vivent avec 200 000 euros, même plus tous les ans, de crédit Lombard, et ils payent 0 € d'impôt. Parce que Et c'est pas des revenus il rembourse, mais il rembourse comment rembourse donc la banque, elle nantit ton assurance vie. Au Ouais, regard de la somme placée, ils peuvent te donner, enfin te prêter, 30%, si je puis dire, ouais, généralement. 60% de cette somme. Et comment tu fais pour le remboursement? Se fait comment? En fait, le capital des 100% qui sont toujours sur place, hein, c'est nanti. Mais le Ouais, capital travaille, et tu as 100% qui travaille. ouais. Et donc, avec les revenus générés par ce capital, il faut rembourser le crédit. Rembourser le crédit. Tu dis sur le delta. Parce que, genre, un capital de 1 million d'euros, avec 5% de rendement par an, c'est 50 000 euros de revenus par an. Mm. Et tu peux rembourser largement les intérêts du crédit. Parce qu'en fait, c'est un crédit in fine. Le crédit Lombard, ce n'est pas un crédit Ouais, amorti. mm. C'est un crédit in fine. Donc, tu ne rembourses pas le capital, tu rembourses tous les intérêts. Ouais, Comme, que les la dette française, si tu veux, ils remboursent que les intérêts et pas le capital. Ils roulent la dette. Donc, tu ne rembourses jamais le capital si tu veux. Mm. Tu rembourses tous les intérêts. Et sur les intérêts sur 60% de la somme, il y a des intérêts, un taux intéressant. Hein. C'est mieux que les banques françaises. Le taux, il est plus intéressant. Ouais. Donc, tu rembourses facilement les intérêts grâce au revenu du capital. Et donc, tu vis sur le revenu, enfin, tu vis sur le crédit. C'est tes revenus générés qui remboursent le crédit. Ah, c'est Donc, top. c'est vraiment le cheat code ultime. Pour moi, c'est la meilleure Ouais. optimisation quand on est aisé ou riche. C'est Mm. le contrat luxembourgeois. Tu le nantis, tu fais un crédit Lombard. Et en plus, c'est optimisé fiscalement parce que c'est un crédit que tu reçois, ce n'est pas des revenus. Donc, tu as zéro imposition alors que finalement, tu as 200 000 euros ou 100 000 ou enfin, ce que tu veux, mais tu as 60%. Donc, Ouais. on calcule la somme, tu peux avoir 50 000, 100 000 ou plus tous les ans, pas imposable. Et c'est ce que font les rentiers, idéalement, les rentiers ou les retraités, ou même les entrepreneurs qui veulent vivre sans se verser de salaire avec leur entreprise, Mm. ou en versant un minimum de salaire quand même pour passer, pour être clean au niveau, pour pas d'abus non plus fiscal. Mm. Mais voilà, c'est quand même bien optimisé fiscalement. C'est ce qu'on fait en gestion de fortune. Hein, Ouais. en gestion de fortune, on fait ça avec des bons contrats et c'est ce qui est apprécié le plus par les épargnants aisés qui peuvent se permettre Ouais, de c'est ça. souscrire. C'est pas non plus, bien sûr, on l'a compris. C'est pas fait pour, c'est pas fait pour tout le monde. Ouais. C'est pour une niche on va dire, d'investisseurs ou une situation particulière. Mais clairement, ouais, ça, il y a de très belles optimisations. Si tu as déjà un ou deux immeubles qui rapportent de bons revenus, le reste, tu as du cash à placer. Si tu as Ouais, un bon clairement. cash à placer, enfin, c'est une bonne Et, solution. et, et tu vois, c'est ça. Et que ça soit en perso ou même à titre pro, quoi. Donc, ça, c'est, ouais, en termes d'avantages, c'est énorme. Mhm. Euh, ok. Non, non, c'est super. Merci pour ce détail. Et clairement, ouais, de toute façon, on en avait déjà parlé, mais c'est vrai qu'au regard des profils de clients qu'on accompagne, c'est vrai que voilà, ce type de placement pourrait répondre à euh, Avec plaisir. leurs objectifs. Et encore une fois, nous, on n'a pas ton expertise sur la partie financière. On n'est surtout pas conseiller financier. Je mets disclaimer. Et donc, c'est important. Nous, on attache beaucoup d'importance aussi à mettre en relation avec, en fait, c'est exactement ce que tu disais, des personnes de confiance et qui ont la même approche que nous, on va dire, de Mhm. l'investissement, mais surtout du conseil personnalisé, quoi. Tu vois. Ouais. Ouais. Euh, non, non, c'est top. Écoute, On a ouais, trouvé, on a fait un super, enfin, c'est pas pour jeter des fleurs, mais je pense que ouais, c'est devenu notre spécialité parce qu'on a trouvé une super banque dépositaire, le bon assureur ouais, luxembourgeois. On a réussi à compresser les frais au maximum parce que, tu ouais. vois, pareil, ils nous donnaient une grille. Combien vous voulez? Mais nous, on dit, on veut rien, on veut zéro. C'est les clients Mhm. qui nous payent. Donc, il faut écraser, on a écrasé au minimum possible. Et je pense Ouais. qu'on est sans doute les mieux placés en France. On a des gens qui viennent nous voir. Ils viennent d'ailleurs d'autres cabinets de gestion de fortune et ils les quittent pour venir chez nous parce qu'ils ont vu qu'on était plus compétitifs dessus, Mhm. sur les contrats luxembourgeois, que ce soit les contrats de capi ou les assurances vie. Je pense, jusqu'à preuve du contraire, mais personne n'a encore trouvé mieux jusqu'à présent, Ouais. mieux placé sur ces produits. Ouais. Il n'y a pas de raison il y a pas de raison que ça s'arrête. Donc, en tout cas, ouais, bravo. Bravo encore pour ce que vous faites et sur votre approche du conseil de manière totalement
clairement, oui, de manière totalement indépendante. Et donc, comme tu l'as dit, ouais, ça va un peu à contre-courant de ce qui peut se faire, même si d'autres qui n'ont pas le même business model peuvent faire très très bien leur travail, hein. Ça, faut quand même le mettre en avant. Mais c'est vrai que ce que vous proposez disrupte, on va dire, le Mm. marché de la gestion de patrimoine. Donc, c'est aussi Non, pour ça qu'on voulait on voulait te faire intervenir aujourd'hui, quoi. Donc, c'est top. je crois que Euh, je suis le premier en plus. Merci. Comment? C'est un Ouais, honneur. c'est ça. J'inaugure. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, on espère que voilà, il n'y a pas eu de bug, que tout s'est bien passé. Écoute, merci beaucoup, Nicolas. Je sais pas, est-ce que tu veux peut-être dire deux, trois mots en termes de conclusion? Où est-ce Bah, qu'on écoute, peut peut-être te retrouver? Comment on fait pour te contacter, que ce soit toi ou les membres de ton cabinet? alors, avis des investisseurs, vous pouvez lire gratuitement tous les articles. C'est gratuit. Souvent, les Ouais. gens me disent, mais il faut payer. Non, non, c'est gratuit. Vous inquiétez pas. C'est vraiment des ressources à disposition de tout le monde, gratuit. Ouais. Donc, faites-vous plaisir. Il y a déjà une bonne part de notre connaissance qui est dedans. Sinon, ici, bon, on est ravis de vous recevoir si vous voulez chez Prosper Conseil. Vous retrouvez notre site ici, Prosper Conseil dans Google, vous nous trouverez facilement. On explique ce qu'on fait, notre approche du conseil, nos services, l'équipe. Et si vous voulez prendre contact, il y a un petit bouton Contactez-nous. Vous expliquez votre situation personnelle, marié, pas marié, paxé, etc., vos objectifs. Et puis, on répondra au mieux à vos questions. Ça commence par un premier entretien de 2 heures. Et après, si vous Et deux voulez, heures. Ouais, déjà, dès le premier entretien, vous rentrez bien, bien dans le détail, quoi. oui, parce que le format classique, c'est plutôt 3/4 d'heure ou 1 heure. Ouais. Non, nous, on estime qu'il faut au moins 2 heures pour bien comprendre la situation du Mm. client et ses projets. Donc, on prend 2 heures. Et après, si on part ensemble, on édite une lettre de mission. Et si vous signez, on part ensemble pour au moins un an et peut-être pour la vie. On verra. Mais voilà le process. Voilà le process chez nous. Voilà. Non, c'est top. Écoute, merci Nicolas pour cette première participation. Et non, non, je suis vraiment super content de notre entretien. Je suis convaincu que ça va apporter beaucoup de valeur à ceux qui vont nous écouter. Et puis, on va dire longue vie à Avenue des investisseurs et puis longue vie à Prosper Conseil. Et encore merci pour ce que tu apportes à la communauté. Merci. Moi, je suis content de t'avoir rencontré parce que c'est tellement rare de. En fait, j'avais une dent contre tous les vendeurs d'immobilier, vu ce qui m'est Ouais. arrivé en 2006. Et là, j'ai trouvé quelqu'un qui a la bonne approche, la bonne vision. Et c'est tellement rare que voilà, je suis content de t'avoir rencontré et de t'as redoré l'image que j'avais des conseillers immobiliers. Il y en a des biens. Il y en a des Ouais, biens. Faut merci, éprouver. non, merci pour ça. Et c'est vrai que c'est aussi là-dessus qu'on se rejoint. Ouais, comme tu sais, moi, je suis ancien patron d'usine et j'ai eu le fameux déclic aussi, moi, à l'âge de 40 ans. Alors, ça fait 17 ans qu'on investit dans l'immobilier, mais ouais, j'ai eu aussi ce déclic de quitter mon job de patron d'usine pour faire de l'immobilier mon activité et pour faire en sorte d'accompagner nos clients de A à Z dans leurs projets et participer à notre échelle, comme tu peux le faire à la, on va dire, à la transformation, on peut dire, au regard des projets qu'on fait, de la transformation de leur avenir financier, alors à notre petite échelle, hein. Mais, et voilà, nous, on a vraiment si, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, hein, une ligne de conduite, d'avoir un accompagnement, un conseil le plus personnalisé et en lien avec les objectifs des clients, Et quoi. Donc, ce qui change tout, c'est la passion, je pense. Ce qui nous relie ouais, aussi, c'est on est passionné ouais, par ce qu'on fait. Et ça, ouais, clairement, ça change tout parce qu'il y a tellement de professionnels qui font un job alimentaire et ça se ressent. Enfin, ouais. donc, nous, je pense qu'on est passionné et ça se ressent aussi. Écoute, en Mais, tout mais- cas, c'est top. Merci encore pour ta participation, Nicolas. Et puis je te dis à très vite. Merci Merci, encore. Marc. À Allez, ciao. bientôt. Merci.